L'anorexie et la boulimie sont sans doute les troubles des conduites alimentaires les plus connus. Le plus fréquent pourtant est l'hyperphagie. Comme son nom l'indique, l'hyperphagie se manifeste principalement par le fait de manger beaucoup. Beaucoup plus qu'une personne non concernée ne pourrait manger dans le même laps de temps. Après une crise, des sentiments de dégoût de soi, de culpabilité et de honte pointent généralement le bout de leur nez. Contrairement à la boulimie, dans laquelle les crises sont suivies de comportements compensatoires visant à contrôler son poids, l'hyperphagie se caractérise par une absence de compensation et mène souvent au surpoids, voire à l'obésité. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Asara, une jeune femme qui souffre de ce trouble méconnu, mais pourtant fréquent, puisqu'entre une personne sur 30 et une personne sur 20 en souffrirait. Elle nous parle de son enfance, des relations avec sa famille, et du poids qu'a joué le milieu de l'image dans l'émergence de son trouble. Si vous ressentez un malaise important et que vous ne savez pas comment en sortir, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé, ou à appeler le 3114 si vous pensez à vous faire du mal. En cas d'urgence, composez le 15. Vous trouverez aussi des ressources sur notre site placedesciences.fr. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Asara. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Oui, avec plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler d'un trouble du comportement alimentaire qu'on n'a pas encore abordé dans le podcast. On a eu un épisode sur l'anorexie, un autre sur la boulimie. Aujourd'hui, on va parler d'hyperphagie. Est-ce que tu peux nous dire avec tes propres mots ce dont il s'agit ? C'est le terme que j'ai appris avec mes médecins, etc. Et que c'était en gros de la boulimie sans purge. Sur la boulimie, on a un peu l'aspect de binge, où on va manger, à se remplir, clairement. Et il n'y a pas la purge derrière, clairement. Donc, que ce soit vomir ou laxatif, etc. Manger pour se remplir, enfin moi je le dirais comme ça, hein, manger pour se remplir sans notion de faim. Clairement, j'ai l'image de manger jusqu'à mon cou, jusqu'à ce que ma bouche soit encore pleine, quoi. Donc c'est vraiment cette image-là, c'est peut-être comme ça que je le définirais, quoi. Et si tu devais associer un mot, une image ou une métaphore à l'hyperphagie, ce serait quoi ? Je dirais une noix gavée, parce que mécaniquement c'est ça, et un trou, genre vraiment le trou noir. Comme si, et c'est vraiment le sentiment qu'il y a au moment des crises, c'est un puits sans fin. Et il faut remplir un puits sans fin, donc bon courage. Mais c'est vraiment le trou noir, un trou béant en moi qu'il faut remplir. Donc je dirais une noix qu'on gave et un trou béant, je pense. Et ça a commencé quand tu avais quel âge ? J'ai eu une alimentation troublée pendant longtemps. Je pense que, il y avait toujours la notion de régime dans ma famille que moi j'avais. J'ai grandi dans les années 2000, début 2000, et j'étais je suis toujours une fanat de pop culture, etc. Et donc forcément, tous les magazines, tous les trucs là, je les bouffais sans fin, hein, clairement. Et donc je voyais toutes ces images de régime, de filles un peu... j'ai vraiment grandi avec les Lindsay Lohan, les Paris Hilton, Nicole Richie, qui étaient toujours très 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 fines, qui souffraient elles-mêmes de troubles alimentaires. Et donc il y avait toujours cette notion du régime. Et je me souviens quand j'étais petite, c'était sur les téléphones où on pouvait, il n'y a pas vraiment d'App Store ou de Google Store où on pouvait récupérer les applications, et il y avait des sortes de jeux régime. Donc là, il y a un problème, un jeu régime. Et c'était où tu apprenais le régime méditerranéen, etc. Et ça, j'étais en 5e, 6e, je pense. Et donc là, je me rappelle cette obsession avec le régime, cette obsession avec la perte de poids, cette obsession, il fallait que je perde du poids. Et donc du coup, ça a continué. J'avais toujours cette notion, il faut que je fasse attention, vraiment toujours faire attention. Et donc cette partie restrictive, qui est hyper importante dans l'hyperphagie, où on se restreint beaucoup, et donc dans beaucoup de troubles alimentaires, hein. Je pense que c'est un des points communs avec les différents troubles, cette partie de restriction. Et le premier vrai souvenir d'hyperphagie, il remonte à pas mal après, en fait, ces premiers moments de restriction. Je dirais ma première année de BTS,
clairement. Ça devait être en 2014, quelque chose comme ça. Où là, entre guillemets, le trouble alimentaire a pris une tournure différente. Mais avant ça, il n'y avait pas encore l'hyperphagie, je pense. Mais je me souviens de moments où, en y repensant, j'avais une amie à moi très proche qui, elle, était hyperphagique. Quand on était petite au collège, c'était ma voisine. Elle avait une situation familiale qui était vraiment pas top. Et on l'avait toutes les deux, une situation familiale pas top. Et on s'en est rendu compte, genre, il y a 1 an, en se disant, moi, j'étais au 5e, toi, t'étais au 1er. Et en fait, on vivait la même chose, mais on n'en parlait jamais parce que quand on est enfant, on est bête et qu'on parle pas entre nous. Et qui, elle, à chaque fois qu'on rentrait de l'école, elle allait manger. On allait à McDo, on a des trucs comme ça. Et elle mangeait. Et après, elle rentrait chez elle et elle remangeait. C'était le secret, c'est qu'elle avait mangé à McDo avant. Et après, c'était, je suis rentrée à la maison et j'ai mangé. Et il y a eu des fois où je l'ai accompagnée dans ces repas-là. Mais où, pour moi, je me disais, merde, bah, tu vas manger à McDo, tu vas grossir, nanana. Mais là, j'étais plus jeune, j'étais au collège, du coup. Mais les premières vraies crises d'hyperphagie où j'ai un vrai souvenir de ça, c'était autour de 2014, un truc comme ça. Et donc avant 2014, tu nous dis que tu étais beaucoup dans la restriction. Cette restriction, elle avait quel but chez toi? Je pense que c'était vraiment un but esthétique et vraiment physique. Fallait que je sois pas trop grosse, fallait que je sois toujours belle. Ouais, c'était vraiment purement esthétique. Fallait que je sois belle et qu'on se dise pas, Sarah elle est grosse ou un truc comme ça. Et aussi, c'était forcément coller à ce que je voyais partout, en gros. Je me disais, mais attends, comment ça se fait que toi, ton corps, il ressemble pas à celui de Nicole Richie, c'était le nom que j'avais. Nicole Richie, à l'époque, où elle était au plus bas dans son anorexie, clairement. Et je ne crois pas être en train de révéler un secret, elle en a parlé, etc. Où vraiment, je me disais, je ressemble pas à ça, je suis pas comme elle, je ressemblais plus à... Enfin, j'étais un enfant, donc je ressemblais à un enfant, hein, clairement. Mais j'ai grandi avec du côté, pas forcément que des médias, hein, même avec mon père ou des choses comme ça, où c'était des personnes qui ne sont absolument pas grosses, qui sont absolument pas en surpoids, qui ont juste une morphologie différente, qui étaient qualifiées de énormes, hyper grosses, toutes ces choses-là. Et dans ma tête, il fallait absolument pas ressembler à ça. Et plus mon corps se transformait en la morphologie que j'ai et en la morphologie qui ressemblait à ces femmes, entre grosses guillemets, hein, qui étaient citées comme grosses, puis je me paniquais en me disant merde, va falloir que je redouble d'efforts parce que mon corps, non, je suis pas grosse, je serais pas grosse. C'était tellement mal vu entre guillemets dans ma famille que je pouvais pas. Et puis fallait que je reste jolie. On le disait tellement tout le temps que j'étais belle, etc. C'est un peu le problème avec pas mal de filles. On leur dit tellement qu'elles sont belles qu'elles ont rien d'autre. Et pendant longtemps, j'avais pas grand chose d'autre. Et quand j'étais petite, j'étais jolie. Et donc, fallait rester jolie. Clairement. Et le basculement dans l'hyperphagie, s'est fait de quelle manière? C'était plutôt abrupt, plutôt progressif? Comment est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une rupture un peu dans ce rapport à la nourriture? Je pense que la rupture, on la sent quand on commence à en souffrir. Quand les gens ils me posent des questions, il y a des gens qui me demandent est-ce que j'ai un trouble alimentaire à Sarah? Et je lui dis tu souffres? Enfin, ça te fait souffrir ton rapport à l'alimentation? On me dit non, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui se passe. Parce que même si quelqu'un te dira non, il en souffrira quand même. Mais là, c'était non, moi je mange comme à faim, je mange normalement. T'as pas de trouble alimentaire. Après, je vais pas m'épancher là-dessus parce que je suis pas médecin. Mais le moment où vraiment le basculement s'est fait, c'est quand je commençais à vraiment perdre la tête avec ça, tout le temps être dans la du coup dans la restriction, puis après dans la partie où tu lâches complètement les pédales et que là ça part très loin. La partie où je pouvais engloutir, et des moments où il y avait comme une dissociation, quoi. C'était même plus moi, et où il y avait une obsession vraiment, vraiment très grande autour de la nourriture, et où vraiment j'en souffrais, parce que il y avait le côté où forcément physiquement t'en souffres, parce que manger ces quantités, ça fait... Enfin, ton corps, il est pas fait pour, hein. Et la partie d'après, où c'est de l'autoflagellation, où t'es pas bonne, t'es pas bien, t'es pas bonne à rien, blablabla, et ça qui fait mal énormément. Et la honte, quand tout ça s'ajoute juste à la notion de manger,
qui est censée être une des notions les plus primaires et un des trucs les plus faciles qu'on ait à faire en soi, hein, à la base. Qu'on nous apprend dès tout petit, enfin qu'on nous apprend pas en fait, c'est même pas un truc que t'apprends, c'est tu manges et puis tu réponds à un besoin que t'as. Mais quand ça devient douloureux, que ça devient un stress constant d'être devant une assiette, d'être devant des gens, là il y a un petit problème qui se présente, et là c'était le cas. Et c'était vraiment d'engloutir, manger très 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 vite tout le temps, même à table, à la cantine, tous ces trucs-là. Donc tu parles de cette souffrance à la fois physique et psychologique. À partir de quel moment cette souffrance est devenue trop intense pour pouvoir la gérer toute seule? Est-ce que tu as eu une prise en charge à un moment? Ouais. Alors c'était la crise ultime, on va dire. C'était en 2015. Et donc là, j'étais à Lyon à l'époque, dans ma 2e année de BTS, où j'étais pas bien. J'étais à Lyon. Lyon, c'est une ville dans laquelle j'ai grandi en partie, mais que pour des raisons extrêmement subjectives, je déteste. J'ai trop de mauvais souvenirs là-bas, j'ai trop de trucs où je suis pas à l'aise. J'étais en couple à l'époque avec ma première relation, où comme toutes les premières relations, c'est jamais fou, c'est du passionnel, bullshit, toxique, chelou. On était toxiques l'un pour l'autre, clairement. Et mes cours, ça se passait pas très bien. Avec ma mère, ça se passait pas hyper bien. Enfin, j'étais vraiment un trop-plein. Et à cette époque-là, je pense que tout est ressorti. Clairement, c'était la dépression, l'anxiété, l'hyperphagie, tout est ressorti. Et il y avait eu un soir où là, c'était plus possible. Et je me rappelle avoir eu mangé, avoir eu des pensées extrêmement suicidaires toute la soirée et qu'on ait frappé à ma porte. Et que j'ai eu vraiment beaucoup de chance, parce qu'à 1 heure près, je pense qu'il y aurait eu quelque chose d'un peu plus grave qui se serait déroulé. Et c'était l'association qui s'appelle Aptitude. En tout cas, je sais que c'est dans plusieurs crous de France. Je ne sais pas si c'est à Paris aussi, mais c'est une association qui va proposer des séances de psychothérapie gratuitement aux étudiants qui sont au crous. Et donc, elle faisait un sondage pour savoir quelle était la santé mentale des gens, et elle est tombée sur moi. J'ai ouvert la porte, j'avais les larmes aux yeux, je devais être toute bouffie de pleurer, comme ça. Et donc, on a fait le sondage. Elle a fait: est-ce que je peux rentrer? Je fais oui. En vrai, quand j'y pense, ça me fait rire. Mais je les vois vraiment un peu comme mes petits anges gardiens, parce que pour le coup, c'était vraiment ça, et on m'a aidée. Enfin, il y a quelqu'un qui est là pour moi, on va dire. Et donc, on a parlé. Et là, on a dit: bah, ok, je pense qu'il faut voir plus. Et là, j'ai été hospitalisée dans une clinique à Lyon pendant 1 mois, un petit peu moins d'1 mois. Et j'étais hospitalisée dans la clinique plus pour traiter l'anxiété et la dépression qu'il y avait derrière, que pour l'hyperphagie. Parce que, comme je dis toujours, et comme on m'a toujours dit, le trouble alimentaire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il fallait traiter déjà un peu ce qui était derrière avant de la matérialisation de ces angoisses et de tout ce qui était dans ma tête, en fait. Et dans cette clinique, tu as bénéficié de quel type de prise en charge? Ça consistait en quoi concrètement? Alors, donc moi, j'étais dans la partie jeune adulte, parce qu'il y avait une partie adulte également. Donc en fait, en jeune adulte, on avait des rendez-vous réguliers avec psychiatre, une psychologue, mais la psychologue, c'était moins souvent. Je crois que j'ai dû l'avoir... je suis restée 3 semaines, j'ai dû l'avoir 3 fois. Et on n'a pas particulièrement accroché. Donc il y avait mes rendez-vous psychiatre, un suivi médicamenteux. Moi, j'étais dans la partie... vu que j'avais un trouble alimentaire, je mangeais pas avec tout le monde. Je faisais des petits repas, avec des petits groupes, en fait. Je sais plus comment ils appelaient ça. Genre, ça, c'était alimentation thérapeutique ou repas thérapeutique, voilà. Et donc, on mangeait en petits groupes. Donc ça, c'était cool. Avec une soignante, et on était là. On avait des activités, on avait du sport, on avait des cercles de parole. Mais j'ai un peu le souvenir que cette hospitalisation, elle m'a pas particulièrement donné de clés quelconques, en fait. Ça m'a permis juste de faire une pause. Donc d'un côté, ça, c'était cool, parce que j'ai pu dormir, me reposer, juste prendre conscience qu'il y avait un problème. Mais c'est surtout la partie en sortant où là, par contre, t'es en mode bon, ok, il y a un problème, maintenant on va faire le taf et on va travailler, on y va, c'est parti. On va trouver une solution à ça. Mais pendant l'hospitalisation, j'ai rencontré plein d'autres personnes
qui, au final, avait parfois des problématiques ou des problèmes anxio-dépressifs qui étaient plus graves que moi. Donc d'un côté, ça m'a permis un peu de relativiser sur quelques points. Mais voilà, enfin, c'était surtout, on était entre jeunes, enfin, c'était une colonie de vacances un peu vol au-dessus d'un nid de coucou. Mais c'était pas trop mal. Après, il y avait des trucs que j'avais pas du tout appréciés pendant le moment où j'étais là. J'utilisais beaucoup trop de médicaments sur certaines personnes, des médicaments beaucoup trop forts parfois. Moi, j'avais plus ou moins de la chance où on m'a pas on m'a pas mis des doses trop lourdes, même loin de là. Que la fois où on m'a mis une dose trop lourde et qu'on s'est rendu compte, ma psychiatre a fait ah ouais, on stoppe tout de suite, on change. Mais il y avait un autre psychiatre qui, par contre, lui, était complètement con, qui mettait des doses de cheval à des gens qui erraient dans les couloirs. Donc, c'était pas l'hôpital psychiatrique, c'était en clinique. Il y avait une petite différence. Mais j'avais pas vu autre chose à part le fait que oui, on m'a donné des médicaments. Et voilà. Donc après cette hospitalisation qui t'a permis un peu de gérer l'urgence, il s'est passé quoi? Je suis partie pendant 2 mois aux États-Unis faire mon dernier stage que j'avais à faire. Mon ex était venu avec moi, ce qui a été un fiasco total, mais je voulais pas qu'il vienne. Finalement, ses parents me l'ont un peu mis dans les pattes et il est venu. C'est pas très bien passé. Donc là-bas, ça s'est très très mal passé, donc c'était encore assez dur. Et c'est vraiment au retour où là, on a pris toutes les mesures. Donc là, je me suis entourée de mes 3 petites nanas. Donc ma psychiatre, ma psychologue et ma diététicienne. Donc j'avais, avec Aptitude, j'avais un suivi psychologique, donc avec une psychologue qui était très cool, que je voyais une ou 2 fois par semaine. J'avais un rendez-vous par semaine avec ma psychiatre pour suivre le cours des médicaments et j'avais j'avais un suivi également avec une diététicienne parce que c'était hyper important pour moi de réapprendre à manger en fait parce qu'en fait je savais plus manger. Donc j'avais pris un rendez-vous avec un premier diététicien qui avéré être un gros connard qui m'avait dit que je ne faisais pas d'hyperphagie, que j'avais pas de trouble alimentaire, parce que si j'avais de l'hyperphagie, je voudrais manger du sable. Et que j'en mangeais pas. Genre, ok, d'accord. Et qui m'avait foutu sous un régime, en fait. Un régime restrictif à balle. Enfin, vraiment, quand j'y repense, je me dis, mais ce mec, il devrait être... Enfin, c'est dangereux. C'est hyper dangereux ce qu'il a fait. Il m'a mis sous un régime hyper restrictif. Il m'a fait... Vraiment, je pense que le mec, à la base, il est juste là pour faire perdre du poids à des personnes. Et alors, faisant manger 2 biscottes et un bouillon de légumes. Et en gros, il est arrivé. Alors, moi, j'avais prévenu dès le début. J'avais envoyé des mails avant pour être bien sûr. Oui, il n'y a pas de problème. Pour au final qu'ils viennent, qu'ils me tâtent le gras en me disant bah, vous avez plus de gras là. Là, va falloir perdre ici. Il va falloir perdre là. Et je t'en mode, mais en fait. Et moi, vu que c'était tout ce que je connaissais, je n'avais pas vraiment percuté. Et dès qu'il m'avait foutu sous son régime hyper restrictif, j'ai commencé à dire ah mais non mais je peux pas parce que ça commence à remonter en fait. Je fais, bah non. Et là j'ai trouvé ma super diététicienne qui elle était spécialisée dans l'alimentation intuitive et dans les troubles alimentaires. Donc là par contre on était bon, on était au bon endroit et du coup on a avancé là-dessus avec mes 3 petites nanas. Donc la psychiatre gère essentiellement la partie médicamenteuse, la diététicienne plus la partie réapprendre à manger. Et avec ta psychologue, le travail consistait en quoi? Tu travaillais sur quels aspects? Sur moi, sur pourquoi j'avais ces troubles anxieux, pourquoi j'avais cette dépression-là, pourquoi j'avais tout ça en fait. Et en gros, la dépression, elle était là depuis des années, mais vraiment très 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 longtemps. Les troubles anxieux, pareil, depuis très 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 longtemps. Et toujours à pleurer, à penser à la mort depuis toute petite. Et je pense que c'est le fait d'avoir un papa qui est très âgé. On pense toujours à la mort, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avant, c'était toujours mon secret, on va dire. Et il y a un moment donné où c'est sorti, où les crises d'angoisse, je pouvais plus les garder. C'était en 3e. Et après, quand je suis arrivée au lycée, j'étais chez mon père. Et chez mon père, j'ai pu un peu plus lâcher les rênes là-dessus et dire je peux ne pas être bien. J'avais vu un psychologue, un premier, qui m'avait dit que je faisais ça parce qu'en fait, j'avais
Quand j'y pense, ça me rend dingue. Encore une fois, je sais pas par combien de médecins et de soignants complètement incompétents je suis passée, mais qui m'avaient dit que je faisais des crises d'angoisse et de la dépression parce que j'étais noire et que j'avais un gène dans les personnes noires qui faisait qu'on était dépressif. Et j'étais genre, ok. Mon père, il était outré. Et après, j'étais passée par une dame qui faisait de l'EMDR, mais je crois qu'on n'avait pas complètement abordé ce sujet-là. Enfin, on n'était pas allé assez loin dans l'EMDR pour traiter les nombreux traumas qui m'animent. Et donc, ouais, là, on avait commencé avec la psychologue, justement, bien après, à travailler sur tout ça, quoi. Sur les traumas, tout ce qui se passait, tout ce que j'avais vécu, comment j'avais appris à gérer mes crises, pourquoi elles arrivaient, qu'est-ce qu'elles signifiaient. Vraiment, enfin, d'un côté, il y a une partie vraiment hyper introspective. Et après, c'était dire, oui, accepter que j'avais pas forcément grandi de la manière la plus normale du monde, que j'avais le droit d'être pas très bien, que il y avait des angoisses qui étaient là pour telle ou telle raison, qu'il y avait ces angoisses qui étaient là parce qu'il m'était arrivé ça. Et aussi, surtout, après, à apprendre à gérer les angoisses, à gérer mes réactions, à apprendre à gérer au final, au fur et à mesure, les crises. Et ces crises, justement, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ça se déclare comment? Ça commence comment? Ça s'arrête quand? Alors déjà, sur la partie ça s'arrête quand, je me rends compte que j'ai des crises qui durent longtemps. Où en fait, c'est pas juste un moment, un temps T, je vais manger comme ça, et ça va s'arrêter juste après que j'ai fermé le dernier, enfin que j'ai posé la fourchette, quoi. Il y a des moments, je sens que je suis en crise pendant des semaines. Mais que soit maintenant je le sens parce que j'arrive à retenir, entre guillemets, je sens que j'ai le sentiment en fait c'est un peu comme si je disais là je sens que je suis en train d'ovuler. Oui, je sens que je suis en train d'avoir une crise qui dure et dans laquelle je suis pas forcément bien et il faut que je redouble d'efforts pour comprendre d'où ça vient, etc. Comment ça pourrait commencer? Je pense qu'il y a un élément déclencheur. Il va être différent pour tout le monde, hein. On a chacun ses triggers et ces petits éléments déclencheurs qu'on a chacun. J'arriverai même pas à te dire exactement comment ça part. C'est il faut que je mange. C'est vraiment la nécessité, il faut que je mange. Parfois, ça peut être juste, je vais manger un petit truc, puis j'en mange un autre, puis encore un autre, et encore un autre, et encore, et on s'arrête pas. Et parfois, ça va juste, il faut que je mange. Là, il faut que je remplisse. Parce que le trou béant, il devient beaucoup trop douloureux. Et faut que je remplisse, faut que je remplisse, faut que je remplisse. Et parfois, ça va, même souvent, j'arrive pas, je vois pas le temps, je vois pas ce qui se passe. Et c'est vraiment ce goût frais, en fait. Et je vois pas. On avance, et à un moment donné, ça s'arrête. Et là, c'est la partie. En fait, je pense que sur l'hyperphagie, il y a le côté mécanique où on mange, où là, ça va faire mal au corps, parce qu'il y a des fois, tu peux plus te lever, t'as hyper mal au ventre, t'as mal partout, tu pourrais en pleurer tellement t'as mal. Et une fois que ça c'est fini, il y a la partie pas mécanique en fait, la partie dans ta tête. Et la partie où tu vas pleurer, où tu peux pas te lever tellement t'as mal. Mais par contre, c'est parce que les pensées, ce qu'on se dit, et c'est surtout la partie où tu te déglingues en fait, où t'es la pire personne pour toi, où tu vas dire les trucs les plus méchants du monde, où tu te dégoûtes, où je me sens la pire personne du monde, où je me dis mais putain, pourquoi t'as fait ça? Où c'est vraiment de la partie de honte, mais hyper violente en fait. Et donc ça se découpe un peu dans ces deux parties-là, où tu te fais mal en mangeant, où tu te fais mal après en parlant. Et je pense que le point commun, c'est que tu te fais mal en fait, clairement. Tu nous parles justement de ces émotions négatives qui arrivent après la crise, donc le sentiment de dégoût, de honte, de dévalorisation de soi. Mais est-ce que pendant la crise, tu nous parles d'un côté très machinal, très automatique, est-ce que tu ressens quelque chose? Non. Et je pense que c'est le but, c'est de pas sentir. Donc non, tu sens rien. T'avales. Vraiment, là, t'es un tube digestif. T'avales, 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 t'avales. Et donc du coup, c'est... en gros, ton corps, il est là. Sarah, elle se met de côté un petit peu. Ton corps, il fait sa machine, il fait son truc. Et après, ça se rejoint. Et là, c'est là que la partie un peu plus chiante arrive.
Mais non, tu t'es à côté, en fait. T'es pas du tout là. Et c'est totalement machine. Enfin, c'est vraiment la machine. Et est-ce que tu te rends compte pendant la crise que tu es en train de faire une crise? Ça dépend. Franchement, ça dépend. Ça dépend des moments. Ça dépend des crises. Comme la majorité du temps, on est tout seul quand ça arrive, bah, il y a tellement. Enfin, je sais pas que mon mec me voit comme ça. Enfin, voilà. Tu peux t'en rendre compte. Peut-être que tu t'en rends compte avant, pendant, t'es pas là. Puis après, tu t'en rends compte. C'est plus dans ce sens-là. Ou quand tu commences à prendre ton premier truc à manger, peu importe ce que c'est, et que tu sens bah, que ça remplit un petit peu, que le vide il est là, que tu sais pourquoi tu manges, hein, bah là tu sens que ça part. Mais après, une fois que c'est parti quoi. Donc t'es pas vraiment là. Donc je pense que avant tu sais, et après tu dis merde, ça a encore eu lieu, merde, j'ai mangé comme ça, oh là là, calories. Et ces crises, elles arrivaient, ou elles arrivent peut-être encore, à quelle fréquence? Alors ça arrive presque plus. Même je dirais même qu'elle arrive plus. Je pense qu'à mon plus grand pic, ça devait être presque tous les jours. Et après, ça a diminué. Et parfois, je vais passer, genre, je sais pas, 6 mois sans crise, puis un jour, il y en a une. Et puis maintenant, je les compte même pas parce qu'il y en a presque pas. Il y a des moments où je vais avoir le sentiment que la crise arrive, mais j'ai trouvé mes parades pour calmer ou d'autres choses, quoi. Tu nous disais aussi que les crises interviennent essentiellement quand tu es seul, justement parce que tu n'as pas envie que quelqu'un te voie dans cet état. Et est-ce que ça a finalement déjà eu des répercussions sur ta vie sociale quand tu étais plus jeune ou même encore il y a quelques années? Ce fait de justement contrôler son alimentation quand on est avec des gens. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'éviter des repas entre amis, des repas en famille, euh, justement pour éviter en fait toutes ces situations qui ont trait à la nourriture? Je pense que les fois où je ne voulais pas aller à des trucs, c'était pas particulièrement par rapport à la nourriture. Je pense que c'était juste un dégoût de moi et j'avais pas envie qu'on me voie tout court. Après, je déteste manger avec les gens. Maintenant, ça va mieux parce que j'adore avoir invité des gens chez moi, faire à manger pour tout le monde, aller au restaurant avec des copains, etc. Mais il y a certaines personnes avec qui je ne veux pas manger, où j'ai beaucoup de mal à manger, où je suis très tendue quand je mange. Mon père, par exemple, que j'aime de tout mon cœur, mais qui a toujours été sur mon dos sur la nourriture, surtout la manière, à la vitesse à laquelle je mange. Donc forcément, avec l'hyperphagie et la vitesse, c'est important. J'aime pas manger avec certaines personnes et j'aime pas quand ça prend trop de temps. Je déteste manger des poissons entiers avec des gens parce qu'il faut mettre énormément de temps. Il faut le découper, il faut faire ci. Et je déteste ça parce que tout le monde te regarde, tout le monde est là et je déteste ça. Donc manger avec certaines personnes, pas facile. Mais en fait, si je sais que je peux faire confiance à la personne, ça me dérangerait pas. Et puis je peux prendre mon temps à vraiment manger. Mais parfois, il y a des gens avec qui j'aime pas manger, avec qui ça va me tendre de manger, avec qui je vais être mal à l'aise. Sur le travail, avec ta psychologue, tu nous as parlé d'introspection, que c'était un gros travail d'introspection et ce travail, est-ce qu'il est, difficile à mettre en place? Le fait d'entrer comme ça en soi finalement pour, réfléchir à ce qu'on fait, ce qu'on est, est-ce que c'est quelque chose qui est facile à mettre en œuvre? Oui et non. Je pense que ça dépend de chaque personne. Je dirais oui, parce que j'avais, moi, l'envie très forte de m'en sortir. On se dit, j'ai besoin d'aide. Donc ça peut, c'est comme je disais, c'est oui ou non. Ça, il y a des personnes, c'est très difficile d'aller demander de l'aide, d'autres pas du tout. Moi, je n'ai pas du tout de problème de demander de l'aide. Et après, la partie où il faut rentrer, on rentre dans le dur, là, par contre, c'est pas facile parce que il y a tellement de choses qu'on enfouit et tellement de souvenirs qu'on veut pas du tout revisiter, mais qu'en fait, il faut. Où ça va être difficile. Il y a vraiment des séances où tu en ressors, mais complètement rincé, parce que tu allé retrouver des choses que tu n'avais pas envie de voir, parce que tu as parlé de sujets que t'avais pas envie, sur lesquels tu n'avais pas envie de discuter, parce que tu te rends compte de choses où tu dis ah merde, en fait, ça, c'était pas normal. Il y a plusieurs étapes, je trouve. Il y a eu, au tout début, c'était genre putain, mais c'est pas juste. C'est pas juste que moi, je dois vivre ça.
C'est pas juste que ce soit... Enfin, quand je vois mes copines qui vivent leur best life, qui mangent un burger si elles ont envie d'en manger, qui mangent tranquille devant... qui s'arrêtent quand elles veulent, enfin tout ça, qu'elles aient pas de crise d'angoisse, qu'elles aient pas de problème, même si tout le monde a un peu des problèmes, hein, c'est tout, de me dire c'est pas juste. Après, il a dit, bon bah ok, maintenant on en travaille. Et en fait, tu t'oscilles un peu entre, c'est pas grave, c'est ma force, j'avance, avec, bah on travaille, et avec, putain, mais c'est vraiment pas juste, pourquoi moi je dois vivre ça? Mais les séances, je pense que tout le monde devrait aller voir un psychologue dans sa vie, vraiment tout le monde. Et oui, ça peut être fatigant, mais on peut tellement plus facilement, genre, vraiment voir la lumière au bout du tunnel qu'en étant tout seul, en fait. Donc oui, c'était dur, mais je suis contente de l'avoir fait. Et je pense que j'ai pas fini, clairement. J'ai pas fini du tout. Tu penses qu'il te reste quoi encore à approfondir? Ma confiance en moi, mon rapport au corps toujours, ma relation avec les autres et mes parents. Il y a beaucoup de choses en fait. Mais ouais, je pense que c'est les top trucs qu'on doit encore travailler. De toute façon, je pense que personne ne sera jamais parfait et je pense que je serai jamais parfaite sur ces points-là. Et c'est des petites failles que j'ai et que bah, j'apprends à les gérer, mais il y a des exploits qui se font, il y a des trucs positifs qui arrivent, où j'arrive à dire non, où j'arrive à m'assumer moi. Donc il y aura toujours, c'est un peu mes petites failles, mais il y aura toujours un truc à travailler là-dessus. Mais je pourrai jamais être parfaite sur ma confiance, sur ma relation avec les gens, sur tout ça. Tu viens de nous parler de ta volonté de travailler aussi sur ta relation avec les autres. Au début de l'entretien, tu nous as parlé pas mal du poids que ta famille avait aussi dans la représentation de ton corps, de ton image de toi, et dans ta relation à la nourriture aussi finalement. Est-ce que tu arrives à parler de ces sujets-là avec ta famille? Est-ce que tu en as déjà parlé? Oui. Avec ma mère, non. Parce que on n'a pas vraiment de relation. On est très rapide à dire oui, telle personne est toxique, telle personne est toxique. Et je pense qu'avec ma mère, on est toxiques l'une pour l'autre, clairement. Donc on n'a pas forcément la relation mère-fille, adorée, blablabla. On s'aime de loin et c'est très bien pour nous deux. Avec mon papa, par contre, c'est plus compliqué parce que là, on a beaucoup de fusion avec mon père. Et mon père a un gros problème avec la grossophobie, je pense. Donc lui, on en a parlé. Il a même fait une séance avec moi, avec ma psychiatre, il n'y a pas longtemps du tout, il y a 1 an ou 2. Mais pour lui, sa phrase, c'est « Si je t'ai appris à marcher, je peux t'apprendre à manger. » Et même si ma psychiatre lui dit « Non, ça marche pas comme ça. » Parce qu'à ce compte-là, il y a plein de choses que tu pourrais m'apprendre, mais que tu ne devrais pas m'apprendre. Hein, donc non. Mais il n'entend pas, en fait. Il n'entend vraiment pas. Donc il peut encore me faire des réflexions sur mon poids. Enfin, c'est vraiment une des personnes avec qui je suis le plus proche du monde entier. Mais par exemple, manger avec lui, c'est compliqué. Parce que, ah, mais Sarah, tu manges trop vite. Et même parfois, c'est trop bizarre, mais dernièrement, avec le Covid et tout ça, j'ai pris beaucoup de poids. Et donc, c'est très compliqué, du coup. Et mon père, parfois, je le vois me voir, en fait. Et je vois le dégoût. Et je vois, quand je me sers une assiette, comment il va regarder. Il y a des fois, il me l'a déjà dit, hein, que, bah, faut faire quelque chose, quoi. Tu veux pas que il y a pas longtemps, il avait perdu beaucoup de poids parce que bah, il est assez âgé et qu'il fallait qu'il fasse attention à sa tension et qu'au final, il n'était pas dans une bonne disposition. Donc, il a perdu beaucoup de poids dans un centre, je sais même plus comment ça s'appelle. Et moi, j'étais pas hyper chaud de la manière dont il perdait du poids, mais bon, il fait ce qu'il veut. Et c'était ah, mais t'es sûr, tu veux pas que je te le paye? Si tu veux, je te le paye. Pas. Non, j'ai pas envie. Mais merci de ce pic énorme, de me dire que j'étais beaucoup trop grosse, etc. Donc mon père, on en a un peu parlé, mais il capte pas. Enfin, je peux lui répéter 55 fois en disant bah, c'est un truc cool à dire à quelqu'un qui a un trouble alimentaire, donc j'en ai parlé. Mais non, mais t'en as pas. Je t'ai jamais vu. Je dis bah non. Non, tu m'as jamais vu, non. Et donc il capte pas. Il n'entend pas. Il m'en a entendu parler hein, plein de fois. Hein. Il a vu l'épisode d'étiquette qu'on a fait ensemble, mais ça lui passe au-dessus de la tête, mais vraiment très très fort. Et des fois, il se retient.
Des fois, il se retient pas, clairement. Et toi, ça te fait quoi, cette incompréhension de la part de ton père? C'est hyper, hyper frustrant. Parce que justement, c'est une des personnes avec qui je suis le plus proche du monde. Et c'est hyper, hyper frustrant, en fait. Parce que j'aimerais juste qu'il comprenne et qu'il arrête de porter ce regard-là, de regarder comment je mange, c'est épuisant de faire des remarques sur d'autres corps devant moi ou des trucs que j'ai depuis toute petite au final. Quand j'y pense, je sais qu'il y a une bonne partie qui vient de là. Alors, je suis une grande fan de Beyoncé depuis toute petite. Et mon père a toujours dit qu'elle était grosse. Beyoncé. Pardon. Qu'elle avait trop grosses cuisses. Ou oh là là, mais elle est trop grosse, elle est trop grosse, elle est trop grosse. Et ta mère, elle a pris quand même beaucoup de poids depuis qu'on est rentré en France. Et patati, patata. Et donc c'était tout le temps là. Je crois que c'est la première fois que que ça tilte dans ma tête. Je me dis, ah, peut-être quelqu'un, ça vient peut-être de quelqu'un aussi, toutes ces choses-là. Il comprend que je suis malade, mais pour lui, c'est pas ça. Pour lui, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Pour lui, j'ai un problème hormonal ou j'ai ma thyroïde qui fonctionne pas bien. Tous les tests ont été faits. Parce qu'à côté de ça, forcément, il y a des prises de poids qui ont été faites hors crise, hors tout ça, et qui font poser des questions sur un problème peut-être de santé physique. Mais pour lui, c'est juste ça. Il n'y a rien d'autre. Il comprend totalement la dépression, il comprend totalement l'anxiété, il comprend tout ça très 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 bien, mais il comprend pas le trouble alimentaire. Alors ce qui repousse à la bouffe, non, je comprends pas. Pas possible. Je comprends pas. Donc tu as 26 ans aujourd'hui. Tu fais partie de la génération qui a grandi au début des années 2000. Donc avec les réseaux sociaux, les téléréalités et toute cette concentration aussi autour de l'image, l'image du corps, l'image de la personne, l'image qu'on veut se donner. Tu parlais tout à l'heure des magazines aussi, où tu voyais des célébrités qui étaient très minces, maigres. Est-ce que tu penses que tout ça, ça a contribué aussi à tes troubles? À 1000%. À 20 000%. Déjà, ces premiers magazines-là, c'était fin début 2000 qui étaient à gerber, clairement. Enfin, je me rappelle qu'il y avait des sortes de rubriques qui avaient le pire corps en été ou qui avaient le plus de cellulite et plein de trucs comme ça. Mais ça, genre, laissez les gens vivre, putain. Donc, il y avait ça. Et ensuite, il y a eu les réseaux sociaux. J'ai plus ou moins la chance d'avoir grandi, enfin, quand j'étais plus vieille, hein, qu'il y a eu le mouvement body positif qui était arrivé, qui a un peu démonté ça. Mais le mal avait déjà été fait, hein. Clairement, il y avait déjà eu les journaux, il y avait déjà eu les magazines, il y avait déjà eu la mode, il y avait déjà eu le Photoshop, etc. Donc ça, il y avait déjà eu tout ça. Mais ça a 1000% une part de responsabilité dans l'image que beaucoup de femmes et d'hommes ont actuellement. Et je vais dire un peu plus des femmes parce que malheureusement, la société a un peu trop son mot à dire, en tout cas elle le pense, sur l'apparence de femmes dans le monde. Et c'est à gerber, clairement. Moi, ça me révolte. Mais ça a totalement sa part. Enfin, quand j'en parle avec des copines de la même génération, du même âge, un peu plus vieilles, on a tous ce souvenir-là. On a tous ce souvenir où on se dit putain, mais tu te rappelles qu'elle, on dit qu'elle était grosse. Et je sais qu'en ce moment, il y a une trend sur TikTok qui reprenait toutes ces personnes-là qu'on pensait grosses. Donc, je sais pas, il y avait Renée Zellweger dans Bridget Jones, où je pensais qu'elle était énorme. Elle est pas grosse. Enfin, elle est même pas mid-size. Enfin, à un moment donné, il faut quand même... Elle, il y avait une nana dans Les Sorciers de Waverly Place. Enfin, toutes les filles qui avaient le rôle de la copine grosse du personnage principal, qui n'était absolument pas grosse. Et on a grandi là-dedans. Et je me dis, mais c'est dégueulasse, c'est horrible. Et je pense que ça a contribué à la dysmorphie de beaucoup de personnes. Mais de beaucoup, beaucoup de personnes, où même moi, jusqu'à maintenant, j'arrive pas à me voir clairement. Et où beaucoup de copines, beaucoup de personnes ne se voient pas clairement, en fait. Et se voient toujours plus, pas assez. Et après, il y a eu les réseaux sociaux. Donc là, ça a été le corps Kim Kardashian, gros cul, petite taille, etc. Ou des personnes qui ne se ressemblent même pas à elles-mêmes en vrai, en fait. Et donc, on nous a bourré le crâne avec des corps retouchés. Quand ils n'étaient pas retouchés, c'est que c'était pas bien.
et des corps qui se ressemblent même pas pour de vrai, en fait. Et on voit ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis avec les réseaux sociaux, enfin maintenant, quand t'as Instagram et que tu scrolles, tu penses pas grand-chose, juste tu scrolles, tu t'emmerdes, tu vas faire ça. En fait, tu regardes des choses. Et ton cerveau, il y prend aussi. Et donc tu vas avoir des corps, tu vas avoir des nanas qui ont des corps particuliers, et au fur et à mesure, tu vas te dire, putain, mais j'ai pas un trop petit, des trop petites fesses, ou j'ai pas une trop grande taille, et j'ai pas trop ça, et j'ai pas trop ci, et où tu vas plus facilement te remettre en question, et plus facilement te dire, peut-être qu'il faut que je perde du poids. Or que on a le droit de vouloir perdre du poids. Enfin, ça, c'est pas interdit de se dire, bah là, je me sens pas hyper à l'aise en portant telle taille, je me sens pas hyper à l'aise dans mon corps actuellement. J'aimerais bien perdre du poids pour moi, pour me sentir à l'aise. Sauf que de plus en plus, c'est devenu pour ressembler à un idéal qui n'est même pas... Enfin, un idéal qui n'existe pas. Parce que la personne qui tu penses être ton idéal, elle se ressemble même pas. Donc à partir de ce moment-là, enfin, comment tu veux évoluer face à des images, en fait. Donc avant, c'était le papier glacé, maintenant c'est ton téléphone. Et je trouve que c'est pire, parce qu'avant, c'est fallait faire la démarche d'aller chercher le magazine. Maintenant, c'est au bout de ta main. Quand je m'emmerde sur Instagram. Et je sais que je suis pas la seule du tout. Et là, je dis Instagram, mais il y a TikTok, il y a tous les autres réseaux sociaux. Et c'est très grave, et ça pose vraiment problème. Là, avec le confinement, je sais plus, j'ai pas les chiffres exacts, donc je vais pas m'aventurer là-dessus. Mais les admissions en hôpitaux pour anorexie de jeunes filles qui ont l'âge de ma petite sœur qui a 15 ans, parce que sur TikTok, elles ont commencé à avoir des régimes. Et des nanas qui mangent une pomme et de l'eau, et qui se sont dit ah, mais elle a perdu du poids parce que je pourrais faire ça pendant le confinement, et qui au final développent des troubles alimentaires encore et encore et encore. Je trouve ça aberrant. Ça m'énerve, mais à une force. Et il n'y a pas assez de contrôle sur les réseaux sociaux là-dessus. Là, sur les jours, enfin, sur les magazines, etc., ils essayent. Maintenant, il y a la motion photo retouchée. On sait que les photos sont retouchées beaucoup plus maintenant. On a beaucoup plus la notion en tête. Et puis même, il y a un dédain de plus en plus important vers les magazines, vers les journaux, etc. Mais alors que les réseaux sociaux, même s'il y a, oui, non, mais il y a Facetune, FaceApp, elle retouche, il y a Photoshop, etc. On le voit tellement tous les jours qu'au bout d'un moment, bah, ça rentre. Et il y a des nanas qui vont demander à des chirurgiens de leur faire la tête de leur filtre. Moi, les filtres, mais ça me rend dingue. Ça me rend complètement folle parce que tu ne te ressembles pas. Et le nombre de personnes qui vont plus mettre de filtres, on dit qu'elles sont moches. Et quand elles vont mettre que des filtres, par exemple, après, sur leur story, en faisant passer ça pour la réalité, en faisant passer ça pour oui, ah bah là, je viens de me lever de mon lit, je ressemble à ça. Meuf, t'as 4 filtres sur la tronche. T'as le droit de le faire, parce que si tu te sens plus à l'aise à le faire, fais-le. Mais c'est devenu tellement insidieux, et les filles sont devenues tellement plus discrets, on s'en rend pas compte. Et puis, t'as une plus grosse bouche, un plus petit nez, enfin, les yeux en amande. Enfin, ces filtres sont limite racistes, hein, clairement. Et ils sont partout, tout le temps. Quand tu penses que c'est des images naturelles, ce n'est pas des images naturelles. Quand tu penses que... Enfin, je trouve que ça te mindfuck complètement. Et par exemple, moi, j'ai ma petite sœur, que je disais qu'à 15 ans, et qui, elle, a encore plus grandi que dans les réseaux sociaux. Et il y a des mois, elle va mettre des photos où elle met des filtres, etc. Je fais, meuf, t'as 15 ans, tu m'enlèves ça tout de suite. Oui, mais non. En fait, non. Elle me fait, ouais, mais je me préfère comme ça. Je fais, bah déjà, on va travailler à te préférer tout court avant de mettre un filtre, en fait. Parce que quand tu l'enlèves, tu te trouves dégueulasse. Forcément. Le filtre, c'est toi en mode plus belle, selon la société et les standards. Donc quand tu l'enlèves, tu te trouves dégueulasse. Parce que t'as un bouton, parce que t'as des cernes, parce que t'as pas la bouche qui est relevée en petit bouche de mou, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et sauf qu'on a des gamines de 15 ans, de moins, qui vont mettre que des filtres tout le temps, qui ne savent pas à quoi elles ressemblent, avec des études qui disent que maintenant, les jeunes, ils préfèrent... ils font plus attention à l'image qu'ils ont sur les réseaux sociaux que l'image qu'ils ont dans la vraie vie. Mais je dis, mais attendez, mais on est où? Et dans quelle direction on se dirige, en fait? Ça me rend folle. Je pourrais parler pendant des heures, donc je vais me taire maintenant, parce que sinon je vais pouvoir encore en parler, encore. Et on va dévier du sujet. Je pense que c'est pas mal dans le sujet, justement, puisque ça contribue aussi beaucoup, hein, comme tu l'as dit dans ton cas personnel, au développement de certains troubles liés à l'image de soi, à la volonté de se conformer aussi à des modèles de la société, etc. Toi, tu travailles aujourd'hui dans le milieu de l'image, de l'influence.
Est-ce que tu penses que il y a des choses qu'on peut faire, en tout cas dans les agences de communication par exemple, pour essayer d'aller vers quelque chose de plus sain? En fait, je pense que il y a plusieurs problèmes qui se présentent. Il y a un premier problème avec les algorithmes, que ça, en agence, on peut pas gérer. Je vais donner un exemple. En gros, ce sera plus clair. Je travaillais pour une marque de tenues pour enfants. On va taire le nom, bien sûr. Ils nous demandent d'avoir des mamans qui sont dans le style de la marque. Donc des mamans un peu bohèmes, très BCBG, mais quand même bohème, on adore, très bobo, quoi. Donc ils vont nous demander ça. Donc ils nous demandent ce type de maman, il faut qu'elles aient un nombre d'abonnés particulier et un taux d'engagement particulier parce que forcément on veut que ça, il faut que ça transforme, il faut qu'on puisse vendre des vêtements derrière. Donc moi je vais faire ma recherche en ayant toujours déjà en tête que je veux mettre de la diversité parce que j'ai envie de pouvoir mettre des mamans de tous horizons sociaux, des mamans de toutes couleurs de peau, des mamans avec des enfants pas forcément des enfants de tout horizon en fait. Donc on dit bon bah ok, je vais sur mes réseaux sociaux, je vais sur Instagram, je fais ma recherche, je fais mon casting. Donc je vais trouver plein de mamans qui se ressemblent, avec le même taux d'engagement, avec tout ce qui rentre dans ma case. Donc déjà c'est facile. Pourquoi j'irais me mettre dans l'esprit d'aller chercher autre chose? On va dire que là on parle de moi, donc moi j'essaye un peu plus, je me dis bon bah non quand même, elles sont bien, elles transforment dans l'argent, mais je vais essayer de trouver plus. Je trouve une première maman qui pourrait rentrer dans le truc, mais elle n'a pas le nombre d'abonnés suffisant. Pourtant, elle fait exactement le même contenu que celle qui était blanche, fine, etc. Elle fait exactement pareil, mais elle est noire, c'est une femme, et elle a des enfants métis, gros exemple, hein, mais elle va pas avoir forcément le même nombre d'abonnés et le même taux d'engagement. La marque ne veut pas en dessous d'un certain nombre, donc on peut pas prendre cette fille-là. Et en fait, tu te rends compte qu'au fur et à mesure, les personnes qui vont être dans la diversité ne rentreront pas dans ce taux d'engagement parce que l'algorithme lui-même ne va pas pousser ces profils. Donc on se retrouve devant deux problèmes où c'est des algorithmes qui ont été faits notamment sur TikTok, qui a été fait par des personnes asiatiques qui vont valoriser les contenus de personnes blanches. Donc la personne noire, arabe, peu importe, hein, la personne de couleur, racisée ou autre, son contenu ne va pas être mis en avant. Donc elle-même ne pourra pas jouir d'autant d'abonnés, donc on ne pourra pas la prendre sur une campagne. Du coup, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue à de nombreux niveaux. Donc ça, c'est hyper énervant. Et ensuite, il faut que les agences soient elles-mêmes diversifiées. Sans cracher sur la mienne que j'aime d'amour, on est 3 filles noires, 4. Sans dire que la diversité, c'est que les personnes noires. Hein. Mais en diversité, il y a 4 personnes, 4-5, je pense, sur une 60aine de personnes. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Parce qu'en fait, ça va se refléter dans les campagnes. Parce que on aura plus de facilité à aller chercher les personnes qui nous ressemblent dans n'importe quoi. Et ça, c'est pas raciste ou c'est pas méchant de le faire. Comme moi, je suis une femme noire, je vais plus facilement aller chercher des filles qui me ressemblent à moi sur les campagnes, des femmes noires. Et après, je me dis, bah oui, mais la diversité, c'est pas que les femmes noires à Sarah, réveille-toi. Mais si t'es quelqu'un qui cherche la facilité, qui est pas dans un environnement qui est diversifié de base, qui n'a pas eu une éducation diverse, qui n'a pas eu une éducation qui t'a ouvert à nombreux horizons, tu vas vers la facilité, tu prends les filles qui fonctionnent, les filles ou les garçons, hein. Tu prends les filles qui fonctionnent, merci, au revoir, on y va. Et sauf que les personnes qui fonctionnent, c'est les filles minces, blanches, qui représentent toujours la même chose. Donc je sais pas si c'est clair ce que j'ai expliqué, parce que je suis partie loin, mais en gros, on peut faire quelque chose. Et il faut juste qu'on travaille plus. Et je pense qu'il y a plein d'endroits qui sont pas hyper chauds à le faire. Moi, j'ai entendu des trucs dans mon agence qui étaient complètement aberrants. Il faut faire l'argent et il faut qu'on avance. Donc, je pense que c'est aux agences et parfois aux marques également hein, de pousser certains profils et aussi de faire des castings où même si ça prend plus de temps, d'aller chercher ces profils-là qui peuvent être très bons, qui peuvent faire des super contenus, qui peuvent présenter des vraiment très belles choses et de faire ce taf-là. Et aussi se dire que la diversité, c'est pas qu'une seule chose.
On a travaillé sur des campagnes où, oui, il y avait une femme âgée, oui, il y avait une femme avec un handicap, oui, il y avait tout ça, mais c'est toujours le même profil aussi. Et que malheureusement, des personnes âgées, il y en a pas qu'un seul type. Mais le type, si on cherche une personne âgée qui est racisée, il n'y en aura pas parce qu'elle n'aura pas suffisamment d'abonnés, parce que l'algorithme ne l'aura pas poussée. Donc du coup, c'est toujours un énorme problème et c'est le serpent qui se mord la queue tout le temps. Donc nous, on peut essayer dans nos recos de mettre plus de diversité, dans nos recos aux clients, en leur disant, bah écoutez, il faut aller plus là-dessus. Et aussi accepter de un peu tenir tête, parce qu'il y a des clients qui ne veulent pas. Si on a un client justement qui, lui, a pu tenir des propos grossophobes, a pu tenir des propos homophobes, racistes, enfin tout ce qu'on veut, et qu'on travaille pour lui, bah essayer de le challenger là-dessus, parce que bien sûr, chacun a le droit à l'erreur, on n'est pas là pour cancel et tout le monde, et enfin droit à l'erreur, je m'entends, hein. Mais s'il a essayé quelque chose après de se sortir de cette merde ou d'avoir un petit peu de bonté, bah, essayer de le challenger, essayer de continuer à dire ok, on pousse les profils, on pousse ces profils-là. C'est aussi notre taf à nous en tant qu'agence de le faire. On peut pas juste attendre à dire bah ouais, mais elle a pas suffisamment d'abonnés. Ouais, mais est-ce que tu as vu son contenu? Elle est pas très loin du nombre d'abonnés qu'il faudrait. Peut-être que si on l'a poussée, la marque elle serait en mode bon, allez, ok, on écoute, on essaye. Et puis ça fonctionne pas grave. Mais il faut aussi essayer de challenger les marques, essayer de challenger les clients, essayer de challenger le type de profil qu'on prend. Nous, dans l'agence dans laquelle je travaille pas avec des. Enfin, je suis pas talent manager, on n'a pas de talent avec nous. Mais il y a des gens qui ont des agences qui ont des talents où c'est encore le même et même profil et le même et même visage. Et challenger un peu ça, enfin, c'est pas le plus facile. C'est pas la facilité, ça c'est sûr. Mais t'arrives à rien en étant que dans la facilité. Et c'est vraiment notre taf à nous, dans les agences en général, de proposer des profils diversifiés, d'y aller un peu plus, de challenger les marques qui ne veulent pas forcément. Et aussi aux marques parfois d'ouvrir, de dire ok, c'est bon, ma marque, ça, elle va pas juste à ces personnes-là, quoi. Elle va à tout le monde et on peut trouver des profils différents. Et que même si on se dit oui, ma marque, elle va pas que aux femmes blanches, bah, si ton style, comme je disais par rapport à la marque pour enfants, par exemple, c'est bobo chic, il n'y a pas que des femmes blanches qui sont bobo chic dans ce monde-là, mais malheureusement, les comptes de nanas bobo chic racisés sont pas nombreux et ne fonctionnent pas bien, enfin, pas autant en fait. Enfin, c'est vraiment, c'est le serpent qui se mord la queue tout le temps. C'est chiant. Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui t'inspirent, des personnes vivantes ou décédées qui t'inspirent au quotidien? Oui. Alors, il y a Jamila Jamil, que j'aime d'amour, qui est une actrice, activiste géniale, qui a un super podcast aussi qui s'appelle Highway. Et donc, littéralement, je pèse. Euh, et qui est vraiment très, très cool. Je pense que j'aurai toujours un peu d'affection pour Demi Lovato. Parce que quand j'étais jeune, elle était la seule personne à parler de ses troubles de santé mentale et troubles alimentaires. Et c'était une des seules personnes où j'ai compris qu'on avait la même chose. J'ai pu mettre un mot sur le trouble alimentaire. Moi, ce qui m'inspire à la limite, c'est quelqu'un qui va être fort, mais pas dans la notion de genre, faut être une femme forte, du coup, t'as aucune émotion. Non. Par exemple, ce que j'aime par exemple avec Jamila Jamil, c'est que bah, elle évolue, elle a été du côté des personnes cons. Elle a vécu aussi un très grand trouble alimentaire, mais elle a été misogyne, elle a été conne. Mais elle en est sortie, elle a appris, elle a développé tout ça, elle a avancé et maintenant c'est dans l'autre sens. Donc, ce qui m'inspire chez les personnes, c'est des personnes qui vont reconnaître leurs erreurs, qui sont ouvertes sur leurs erreurs et sur leurs difficultés et qui n'ont pas de problème à s'en sortir aussi. Et surtout les personnes qui ont peut-être eu le même souci que moi et qui s'en sortent. Parce que du coup, forcément, c'est inspirant. Tu te dis, bah, elle a fait, je peux le faire. Et forcément, Beyoncé, quand même.
Oui, elle m'inspire elle aussi. Mais non, sinon je sais pas. Il y a des gens qui m'inspirent. Je pense que si je regardais mon compte Instagram, il y aurait plus de personnes qui m'inspiraient auxquelles je penserais là maintenant tout de suite. Mais Jamila Jamil, elle est pas mal dans le top, on va dire. Avec le recul que tu as maintenant et le travail que tu as déjà effectué, si tu devais donner un conseil aujourd'hui aux personnes qui traversent des troubles tels que les tiens, des troubles du comportement alimentaire, des troubles dépressifs ou anxieux, euh, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, t'es pas tout seul. Je pense que dans ces moments-là, c'est tellement introspectif qu'on pense qu'on est totalement tout seul à vivre ce qui se passe. T'es pas si incroyable que tu ne le penses. Il y a beaucoup de personnes qui vivent la même chose que toi. Donc, c'est OK d'en parler et c'est OK de chercher à tendre la main à quelqu'un, à demander de l'aide. Tu peux pas le faire tout seul, en gros. Et donc, faut pas avoir honte de demander de l'aide. Faut pas avoir honte d'aller voir un psychologue. Faut pas avoir honte d'en parler avec ton médecin, d'en parler à quelqu'un de confiance pour demander de l'aide. Parce qu'en fait, tout seul, tu n'y arriveras pas. C'est comme ça. Si tu te casses une jambe, tu vas pas te mettre un sparadrap dessus. Tu vas aller voir le médecin qui va te mettre un plâtre et tu vas avancer, tu vas soigner. Quand ton cœur est cassé, c'est pareil. Et donc moi, mon conseil, c'est t'es pas tout seul, mais il faut demander de l'aide. Et il faut avancer et tu vas trouver une solution. Il y aura toujours une solution pour toi. Et aussi que le premier psychologue que tu vois, si c'est pas le bon, c'est pas le bon. C'est OK, tu peux changer de psychologue. Parce que ça, souvent de personnes, ils disent ouais, mais je suis allée voir un psy et c'était nul. Parce que t'étais pas voir le bon psy pour toi. Il y a plein de personnes. Si t'as rencontré quelqu'un un jour et que tu dis ah bah non, j'aime pas les dates parce que lui, il était nul. Bah oui, bah tu changes de personne. Bah là, c'est pareil. Donc, t'es pas tout seul, demande de l'aide et t'as le droit de changer de psy s'il te convainc pas. Tu es en couple depuis quelques années maintenant. Est-ce que tes troubles du comportement alimentaire ont eu un impact sur cette relation? Je dirais pas, alors, je dirais pas que les troubles alimentaires ont eu un impact. Les autres soucis de santé mentale, oui. Les troubles anxieux, dépressifs, etc. Ça, oui, ça a eu un impact. Maintenant, il sait, comme un chef, détecter, enfin, pas détecter, mais voir quand ça arrive et juste être un bon soutien. Il va jamais pouvoir trouver la solution, hein, mais être un bon soutien. Je pense que dans ma première relation, peut-être que ça avait plus un impact. Parce que là, on était jeunes et c'était pas du tout contrôlé. Enfin, il y avait rien derrière. C'était la flamme qui tournait dans tous les sens, qui me faisait du mal dans tous les sens. Là, maintenant, je suis suivie. Après, je pense que ce qui peut avoir un impact, c'est ma relation avec mon corps et avec moi. Où jusqu'à maintenant, je me sens pas bien dans mon corps. Donc, bien sûr, ça va avoir un impact un petit peu où il y a des fois je veux pas sortir, où je peux être très triste. Par exemple, on était en vacances et on était au Mexique, on était bien, c'était beau. Bah Sarah, vas-y, je te prends en photo devant le temple. Ok, mais j'étais bof chaude parce que, comme je disais, j'ai pris pas mal de poids dernièrement et j'ai du mal à m'accepter avec ce poids en plus. Et donc il a pris la photo et j'ai vu et j'ai fondu en larmes en plein milieu du lieu là. Et du coup, ça m'a un peu. Enfin, j'étais trop mal. Et je pense que c'était juste de m'être vue, où là, ça avait été violent. Parce que justement, depuis que j'ai pris tout ce poids-là, les miroirs, les photos, on évite pas mal. Et là, d'avoir vu, et d'avoir vu justement à quel point j'avais pris du poids, et à quel point ce corps ne me correspondait pas, et à quel point ce corps n'était pas le mien, ça m'a brisé le cœur. Donc là, il était un peu genre, merde, que fais-je? Il sait quoi faire dans le sens où il sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Mais ça m'a un peu gâché ma journée Enfin, ça m'a gâché ma journée, clairement. J'étais un peu d'une humeur massacrante pendant les 2 heures qui ont suivi. C'est un peu embrouillé parce que du coup, on était tendus comme jamais. Mais après, ça redescend. Mais je pense que ça doit être aussi pesant pour lui de parfois me voir très, 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 très dur envers moi-même. Où il me le dit parfois, mais pourquoi tu t'infliges ça, en fait? Parce qu'il va m'entendre me dire, mais ouais, je suis dégueulasse, enfin, on va être pas très cool envers moi-même. Tout le temps, je pense que c'est très dur pour lui de me voir m'infliger certaines choses. Ou parfois, ça, c'est dur pour lui. Il y a eu une fois où ça aurait pu un peu jouer sur le futur, notre relation,
Ou l'année du Covid, je pense comme pour beaucoup de personnes, ça a été très, très compliqué. Mais vraiment très, 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 très dur. Et il y a eu un moment où même moi, je savais même pas si j'allais m'en sortir, quoi. Et là, on était encore en couple. Et lui m'avait dit pareil, il m'a dit: «Je sais même pas si on allait rester ensemble». Enfin, on en a parlé après. Mais il m'a dit vraiment: «Je savais même pas si on allait rester ensemble». Et je lui ai dit: «Bah, moi, je savais même pas si j'allais rester en vie, clairement». Enfin, c'était horrible, vraiment très, 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 très dur. Et c'est un peu à ce moment-là où j'ai commencé à reprendre beaucoup, beaucoup de poids et où, vraiment ça rend les choses compliquées. Parce que forcément, une fois que tu as réussi à apprécier et à accepter ton corps, une fois de le voir encore changer, c'est dur. Et jusqu'à maintenant, c'est encore, très dur et je fais pas de crise, donc ça, c'est cool. Je sais que je veux perdre du poids parce que physiquement, je me sens pas très bien. Esthétiquement, je me sens pas ouf, même s'il y a des jours, je me trouvais jolie et cetera, il y a pas de problème. Mais je sais que je perds du poids, mais je sais aussi que je veux le faire correctement. Donc je vais pas m'amuser à... Donc pour ça que ça prend peut-être plus de temps et que je suis en mode genre, je veux perdre du poids, je ne sais pas comment. Et il me dit, mais tu peux pas faire ça. Je fais, non, laisse-moi tranquille, je vais trouver, je vais réfléchir correctement comment faire. Mais je sais que je veux pas faire ça, 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 ça. Et en gros, il était en mode, mais c'est toutes les solutions. Je fais, non, je vais trouver. Mais je veux pas faire mal, je veux pas retourner dans un trouble, je veux pas faire autre chose. Je sais que c'est hyper négatif, qu'un régime c'est de la merde, mais je veux perdre du poids parce que physiquement j'ai mal partout, parce qu'il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Et parce que j'ai le droit de vouloir perdre du poids, c'est juste la manière dont c'est fait qui peut être. Et pourquoi on le fait. Mais là, c'est parce que bah, je me sens pas hyper à l'aise, quoi. Donc il est là, il est à côté, il- c'est vraiment ça, c'est que on est ensemble tout le temps, mais que dans les moments, dans les troubles, etc., il est à côté. Et que forcément, au début, il a fait l'erreur, et je pense que c'est l'erreur de beaucoup de personnes qui sont les partenaires de personnes qui, justement, vivent ces troubles-là, où on aime tellement la personne qu'on veut lui enlever la peine. Et donc, on va se démener à essayer de faire en sorte de lui enlever la peine, sauf qu'on ne peut pas. Le partenaire va être là en train de se démener, en train d'essayer, mais j'essaye, mais qu'est-ce que je peux faire, et après ça devient personnel, donc du coup ça crée encore plus de problèmes. Mais la dernière fois, on en avait discuté, et je lui avais dit, ce serait quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui est en couple avec une personne qui a de l'anxiété, des troubles ou autre. Du coup, les conseils que mon copain avait, un, tu peux pas lui enlever, et tu vas pas pouvoir trouver la solution et lui enlever toute la peine, même si ça t'emmerde, tu vas pas pouvoir le faire. Deux, du coup, c'était de sortir avec la personne sans lui dire que tu sors parce qu'elle a pas l'air bien, lui dire oh là là, j'aimerais bien prendre l'air, parce que prendre l'air et de marcher, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il y avait il disait d'être à côté, de pas être dans la fusion dans ces moments-là, mais d'être à côté et de bien faire comprendre à la personne qu'on est là, mais pas d'être trop sur elle. Moi, c'était les petits conseils, ça m'avait fait rire parce que c'est un petit expert maintenant. Mais c'était, oui, bah, tu peux pas trouver une solution, il faut juste que tu montres que tu es là. Et je pense que ça, c'est pour la personne qui a le trouble, c'est que ton copain, copine, peu importe, c'est pas ton psy. Et je pense qu'il y a le début de la relation, il y a un peu de fusion, il y a tout ça, donc on se dit, je peux tout lui dire, etc. Non, il y a des trucs qu'il a pas besoin de le savoir, clairement. Et parce que ça peut lui faire du mal, parce que ça peut être dur pour lui d'entendre qu'il se soit passé ça. Et peut-être que tu peux lui en parler une fois que c'est un peu réglé. Je pense que c'est le mieux. Mais pas tout dire tout de suite, parce que ça peut un peu switcher les dynamiques de la relation, je pense. Est-ce que tu as un message à faire passer aujourd'hui? Hmm. Je dirais déjà qu'un trouble alimentaire, c'est pas une fin en soi, qu'on peut en sortir. Je dirais aussi que c'est des choses qu'il faut apprendre et que la santé mentale en général, il faut qu'on nous explique, il faut qu'on nous apprenne dès très tôt, plutôt que là, parce qu'on ne nous l'apprend même pas. Donc voilà. Mais qu'il faut qu'on nous en parle et il faut faire de la prévention depuis dès très jeune. Pour moi, c'est un truc qui devrait être en éducation civique et qu'on devrait en parler depuis, enfin, des très jeunes âges en fait. La santé mentale en général et les troubles alimentaires aussi. Parce que c'est pas au moment où on perd des personnes qu'il faut en parler. Et je trouve que c'est trop souvent à un moment où on perd des gens qu'on en parle. J'ai perdu quelqu'un
nos suicides. Et c'est énervant parce que, on va pas dire... moi, je le vois comme quelqu'un qui a perdu sa bataille et quelqu'un qui est mort d'une maladie, parce que c'est le cas. Malheureusement, c'est pas vu comme ça par beaucoup de personnes, parce que c'est une maladie mentale. Bref, c'est un autre débat, je pense. Mais les troubles alimentaires, c'est quelque chose qui tue, c'est quelque chose qui fait du mal, et c'est quelque chose qui peut beaucoup bloquer la vie de quelqu'un. Et donc, il faut qu'on puisse être au courant, et il faut qu'on puisse l'appréhender, il faut qu'on puisse déceler les premiers signes, il faut qu'on puisse faire quelque chose, en fait. Et je trouve que pour le moment, au niveau de la santé publique, etc., c'est un peu trop passif. On n'en parle pas, déjà. On n'en parle pas, et c'est trop passif. Et il y a beaucoup trop de messages dans les médias, dans la télé, à la publicité, tout ça, qui encouragent des comportements, pas forcément des troubles alimentaires, mais des alimentations troublées, qui l'encouragent vraiment beaucoup. Et en fait, je pense qu'on n'a pas de prévention pour les jeunes filles, les jeunes garçons, pour leur expliquer, ça, c'est pas ok, fais attention à ça. Si tu commences à sentir ça, c'est que c'est pas bon. Si tu commences à sentir un mal-être dans ta nourriture, c'est que c'est pas bon. Il faut que le gouvernement se mêle un peu plus de ça, qu'il se mêle un peu plus de la santé mentale de ses concitoyens. Et que les troubles alimentaires, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et des personnes qui sont, il y a plus de personnes qui sont touchées qu'on ne le pense. Et je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui ont des troubles alimentaires, qui vont discuter de nourriture avec des gens et qui se disent « Oh, dis donc !» À des personnes qui sont genre « Ah non, pas du tout, mais je mange 3 pommes parce qu'il faut que je maigrisse, j'ai pas le droit de manger là parce que... » Enfin, des trucs aberrants. Mais parce qu'on sait pas, on connaît pas. Et qu'en fait, on est trop passif là-dessus. Si tu n'es pas atteint de la maladie, on t'en parle pas. Alors que c'est quelque chose que tout le monde peut avoir. Enfin, ça, peu importe ton milieu social, peu importe ta couleur, peu importe tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de prévention. Donc en fait, pour l'instant, on peut pas faire changer les choses à la vitesse à laquelle on voudrait. Mais il faut continuer à prévenir les gens, il faut continuer à en parler, il faut continuer à faire de la prévention là-dessus. Et si quelqu'un se retrouve dans les témoignages qu'il écoute, demander de l'aide, en parler à des gens de confiance, en parler avec son médecin. Si on n'est pas à l'aise avec les parents, en parler avec son infirmière, à l'école avec qui on est peut-être plus à l'aise. Mais il faut en parler à un moment donné, chercher de l'aide, et pas attendre que la situation s'enlise à un maximum. Il faut avancer, trouver des solutions. Il y a des solutions, on s'en sort, ça va bien se passer, tout est ok. Il me reste à te remercier, Sarah, d'avoir participé à cette émission. Oui. On conclura donc sur ce beau message que tout va aller. Il y a toujours le mieux qui est à venir. Merci beaucoup. Merci à toi. Vous venez d'écouter Les mots bleus, un podcast de Place des Sciences. La musique a été composée par Alex Rocher, les illustrations sont de Manon Combe. Si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, vous pouvez nous écrire à podcast@placedesciences.fr. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Encore une fois, si vous vous reconnaissez dans un témoignage ou ressentez un mal-être psychique et avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à consulter un professionnel ou à vous rapprocher des associations de patients. Des ressources sont également disponibles sur notre site placedesciences.fr. Merci encore et à très bientôt.